Ça y est, nous sommes dans la salle. Je ne sais pas s'il y a déjà du monde. On va laisser tout le monde s'installer, se loguer. Bonjour à tous. On va commencer dans quelques instants. Je vous laisse tous vous connecter. On va pouvoir démarrer dans 1 minute. Allez, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est vraiment qui est destiné à vous faire partager des tendances de la création en 2021. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Julia Drup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc consultante en stratégie Acquisition Strategy Design, Acquisition Strategy Design, toujours dans ce sens-là, chez 1 minute 30 depuis 2 ans maintenant, et je suis particulièrement en charge des problématiques de positionnement et de création pour nos clients, pour les marques. Et aujourd'hui, donc, on va parler des grandes tendances de la création. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Nadège Châtaignier, qui est directrice marketing chez Getty Images. Bonjour Nadège, je vais te laisser te présenter. Ok, merci. Merci de m'accueillir pour ce webinaire. C'est un format dont j'ai pas trop l'habitude, donc vous devrez m'excuser un peu le trac du début. Pour parler de ce que je fais au quotidien, donc je travaille chez Getty Images et chez Getty, on croit au pouvoir des images et des vidéos pour faire bouger le monde en 2 volets principalement. Le premier, c'est en couvrant de façon neutre l'ensemble des événements qui se passent dans le monde. Et la deuxième façon, c'est aussi cette expertise et cette analyse poussée de ce qu'on voit en termes de communication visuelle de par le monde également. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour partager avec vous ces enseignements d'une étude que nous conduisons de façon annuelle et bientôt aussi de façon trimestrielle. Eh bien, écoute, on est vraiment ravis de te recevoir. C'est vrai que Getty, c'est une référence pour tous les créatifs et pour tous les annonceurs qui font de la création, qui font des images créatives et qui ont envie d'exprimer de manière très qualitative leur positionnement et leur communication. Donc, cette étude, Nadège, que tu vas nous présenter, elle va vraiment nous donner des grands insights sur l'expression visuelle qu'attendent les Français également en 2021. Est-ce que tu peux nous parler de la méthodologie, comment vous l'avez travaillée, cette étude? Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Sur cette étude-là, donc on l'a appelée Visual GPS, le GPS visuel, puisque ça vous donne vraiment voilà, des éléments pour vous conseiller vos clients ou travailler sur vos marques. Cette enquête, elle est basée sur 3 piliers et je vais essayer de vous partager, c'est juste visuellement. Hop, start. Et bien non, pas celle-ci. Attendez. Hop. Ça serait bien que je puisse présenter. Ne bougez pas. Donc, elle est basée sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'analyse de notre donnée interne. Ce qu'on entend par notre donnée interne, c'est l'analyse des requêtes qui sont faites sur nos sites. Donc, on a 2 sites. On a celui de gettyimage.com et on a celui de iStock.com, qui est aussi une marque qui appartient à notre entreprise. Ce sont les requêtes, les mots-clés que vous tapez dans notre moteur de recherche qui nous est propre. Donc, ça, c'est le premier volet d'analyse faite. On a plus de 1 milliard de requêtes par an, donc on a de quoi faire en termes d'analyse. Le deuxième volet de données de recherche interne, c'est tout ce qui est analyse de vente, analyse poussée des ventes, puisqu'on regarde aussi quelles sont les images qui sont mises de côté, mises dans les paniers, abandonnées, et celles qui sont véritablement téléchargées. Donc, on fait vraiment ce rapport-là sur ce pilier-là. Le deuxième pilier pour cette enquête-là sont les insights créatifs. Donc, on a une équipe de recherche créative intégrée à notre structure qui est située partout dans le monde, qui fait un mapping de ce qui se passe en termes de communication visuelle de par le monde. Ça va aussi toucher des sujets comme
la culture, les événements aussi, les arts, et puis donc toutes les communications visuelles et ce que les créatifs aussi utilisent comme visuel, les vidéos dans le monde. Le troisième volet, et là, c'est ce qui rend cette étude particulièrement unique en son genre aujourd'hui, c'est qu'on a ajouté le point de vue des consommateurs finaux des marques. Parce que toutes les gens qui tapent sur nos sites sont en général des professionnels de la communication et du marketing, et c'est tant mieux, on est là pour ça. Mais ce volet-là d'étude de marché qu'on a fait avec un panel de consommateurs via YouGov nous a donné vraiment cette dimension de leurs attentes à eux. Et ce qui fait que sur 10 000 consommateurs interrogés, dans 13 langues et dans 26 pays, c'est la première étude du genre aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc beaucoup de data, beaucoup de données et en plus un point de vue qui est vraiment qui est pas que celui des professionnels, mais qui est également celui des consommateurs, finalement ceux qui reçoivent la création et la communication des marques. Exactement. Donc, extrêmement complet. Alors Nadège, écoute, je vais te laisser tout simplement la main là pendant les quelques minutes qui viennent pour que tu nous présentes les résultats de cette étude. D'accord. Alors, cette étude, elle se divise en quatre forces et je vais vous expliquer pourquoi on a choisi le terme de force et non pas de tendance. Une tendance peut être un épiphénomène, alors que ces forces, ce sont des sujets, des sujets qui sont abordés, ce sont des véritables lames de fond dans nos sociétés aujourd'hui. La force du visuel, c'est que ça nous permet, nous, d'analyser ensuite sur ces quatre forces-là, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, et il y a pléthore d'exemples. Donc, il y a quatre forces aujourd'hui dont je vais parler. La première, c'est le bien-être. La deuxième, ça sera la technologie. La troisième, ça sera la durabilité. Et la quatrième, ça sera la réalité. Donc, on va commencer par la première, le bien-être. Donc, le bien-être, c'est difficile à définir puisque chacun et chacune d'entre nous a sa propre définition. C'est individuel, mais on voit bien que le contexte d'aujourd'hui crée une nouvelle dimension à cette notion à cette force de bien-être, à cette notion de bien-être, puisqu'aujourd'hui, en période de pandémie, on est souvent soit avec nos couvre-feux ou nos confinements ou nos commerces fermés, on est dans des situations où on a moins de contacts sociaux à l'extérieur, on est aussi parfois coupé de ses collègues, parfois coupé de sa famille et de ses proches. Donc, la notion de relation extérieure est un peu coupée. La deuxième chose, c'est que quand on est dans ces situations-là, on est aussi recentré sur soi-même, donc on fait plus attention à son propre bien-être. On fait aussi attention à être en bonne santé, à prendre soin de nous un peu plus dans cette période un peu entre parenthèses. Alors, ça veut dire que on va couvrir une notion essentielle, la notion de santé. La notion de santé, c'est l'élément essentiel pour les consommateurs français qu'on a pu interroger et c'est la priorité numéro 1 quand on les interroge sur quelles sont leurs priorités dans l'année. Particulièrement pour les Français, la priorité numéro 1 à 70%, c'est la santé et le bien-être de sa famille. Alors, petite anecdote, la plupart de nos voisins européens qu'on a interrogés sont sur le même cadre que nous, c'est-à-dire santé et bien-être de la famille en premier, sauf nos voisins allemands et scandinaves qui, eux, placent leur propre santé, leur propre bien-être personnel en première priorité. Outre ça, il y a aussi des Australiens qui font pareil. Par contre, les trois priorités que vous avez sur l'écran sont les mêmes au niveau global également. C'est juste l'ordre qui va différer en fonction d'une région ou d'une autre. Mais je trouve que l'exemple allemand et scandinave versus la France et d'autres pays européens est assez intéressant. Donc, quand on parle de santé, on leur a demandé ce que ça voulait dire santé à ces consommateurs français et près de 9 consommateurs sur 10 qui ont répondu mettent les mêmes niveaux dans la notion de santé. Ils mettent la santé mentale, émotionnelle, physique, tous au même niveau. Et c'est là qu'on commence à parler de notion de santé holistique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas juste j'ai une maladie, j'ai un symptôme, je vais me soigner chez le médecin. C'est l'ensemble des aspects qui nous correspondent à nous, dans toute notre complexité, qui couvre cette notion de santé et de bien-être. Ouais, donc il ne s'agit pas du tout seulement du corps, bien sûr. Non, vraiment, il faut prendre en compte tout cet aspect, notamment dans le contexte de pandémie où on est de plus en plus isolé, que la santé mentale est un élément important.
D'ailleurs, l'OMS a établi que la santé mentale constitue un droit fondamental. Et avec ces situations de pandémie, de la pandémie, avec, comment dire, ces situations de confinement, vous voyez bien, le UK est toujours en confinement, l'Allemagne en fonction des lenders, la France qui est avec des couvre-feux, chacun gère comme il peut, mais finalement, on reste encore coupé juste du lien social. Ce qui fait que l'OMS et l'ONU attirent vraiment l'attention sur le fait que la santé mentale est un bien fondamental et qu'il faut en prendre soin parce que on risque d'avoir des conséquences sur des vagues de dépression peut-être plus tard, peut-être à retardement, mais elle considère que c'est un peu les grands oubliés des programmes en place pour maintenir cette épidémie sous contrôle. Donc, on connaît la situation qu'on a aujourd'hui, mais le bien-être, c'est pas quelque chose de nouveau. Il prend juste plus d'ampleur à l'heure actuelle. Avant la pandémie de Covid, le bien-être, c'était un sujet qui était surtout pris à bras le corps, une industrie qui avait des barrières à l'entrée, qui avait des coûts qui étaient quand même assez conséquents. Et finalement, c'était des personnes avec des revenus aisés qui, eux, prenaient le temps d'acheter soit des produits, soit des services de bien-être et de faire attention à leur propre bien-être. Dans les médias, d'autre part, les conversations sur une vie bien vécue, en bonne santé, et en même temps bien, c'était surtout concentré sur l'image corporelle et les choix physiques. Donc, on voit bien qu'il manque aujourd'hui des volets mentaux. Après, maintenant, plutôt qu'après la Covid, puisqu'on y est toujours, on a vraiment cette nécessité de vivre, d'avoir accès à ce bien-être 24 heures 24, Serge sur 7, et pas seulement une tranche de la population, tout le monde. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même situation, on cherche tous des solutions pour se sentir bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire visuellement pour vous, pour les marques avec qui vous pouvez travailler, pour les produits et les services? Comment on représente cette santé holistique et comment elle peut apporter de la valeur à votre communication. Alors, le premier point, puisque ça concerne tout le monde, rendez-la inclusive, montrez plein de personnes différentes, des âges, des ethnies, des croyances, des orientations sexuelles. Toutes les situations sont bonnes à représenter quand on parle de bien-être. Notamment, il y a 3 notions que je vous inviterai à mettre en avant. Il y a la connexion, la communauté et la solidarité. Ces 3 notions-là, quand vous les représentez visuellement, et encore une fois, je parle image et vidéo, quand vous montrez ça, vous montrez un bien-être inclusif, vous montrez un bien-être et une santé holistique. Oui, parce que la difficulté, effectivement, c'est beaucoup plus sur représenter le bien-être physique. C'est vrai que ça semble plus facile. Le bien-être mental, émotionnel, effectivement, on peut quand même tout à fait arriver à le suggérer. On le voit bien là dans les exemples que tu montres et dans les conseils que tu donnes, mais c'est vrai qu'il faut aussi représenter ces pans-là du bien-être. Et ce qu'il faut retenir aussi par rapport à la santé émotionnelle, ce qui nourrit le mieux la santé émotionnelle, c'est la célébration des personnes que nous aimons. Donc vraiment cette communion, cette communauté, cette solidarité, vraiment travaille aussi sur le volet émotionnel et mental. Alors, je voulais aussi parler d'une tranche de population qu'on ne voit pas. Je parlais de montrer un bien-être inclusif et aujourd'hui, ce qu'on a pu noter dans nos différentes analyses, c'est que la population des seniors est soit exclue de la représentation visuelle du bien-être, soit ils sont montrés en étant passifs ou faibles, ce qui n'est pas la réalité aujourd'hui. Et pourtant, les plus de 50 ans sont un public essentiel quand on parle de bien-être. Alors, pour illustrer une vie bien remplie, les plus de 50 ans, c'est vraiment une population sur laquelle il faut aller. Il faut ne pas hésiter à utiliser des visuels les représentant. Ils ont une vie beaucoup plus dynamique aujourd'hui que ça n'a pu l'être par le passé, sont souvent plutôt en bonne forme. Donc, il faut ne pas hésiter à les placer dans vos représentations visuelles. C'est important. Voilà pour la force du bien-être.
Alors, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre après. N'hésitez pas à mettre dans le chat. Oui, vous nous les donnez posez vos questions dans le chat au fur et à mesure et on y répondra après la présentation de l'étude, bien entendu. Sur la deuxième force, donc je vous disais, la technologie, encore une fois, toute carte rebattue dans cette situation de Covid, particulièrement l'accélération. La technologie, elle a apporté un confort recherché par la majorité des consommateurs, mais ça s'est aussi fait aussi au détriment du contact humain, voire aussi de la cybersécurité, un aspect qu'on oublie souvent quand on parle de technologie. Ça peut être une source d'inspiration. Il y a énormément, c'est une fenêtre sur le monde et bien des gens l'ont compris. Donc, une fenêtre d'inspiration, mais aussi de l'autre côté, ça peut être aussi une source de tension. Si on parle juste des rendez-vous, des visioconférences qu'on fait à longueur de journée en étant télétravailleur à la maison et d'enchaîner ces meetings sur des outils de visioconférence, à la fin de la journée, on a cette Zoom fatigue, si j'utilise le terme qu'on entend partout. Donc cette technologie, cette force technologique, elle a vraiment plusieurs aspects. Elle a cette espèce de dichotomie entre les côtés positifs et négatifs. Et l'enjeu, c'est de trouver un équilibre. C'est crucial aujourd'hui de trouver un équilibre dans son type de communication visuelle par rapport à la technologie. Alors, ce que nos consommateurs nous disent, c'est qu'évidemment, en période de pandémie et de Covid-19, il y a quand même 6 Français sur 10 qui estiment que le fait d'avoir un téléphone leur permet de rester connectés avec le monde extérieur, mais surtout leur permet de se sentir connectés à celles et ceux qui comptent le plus pour eux. Donc ça, cet aspect-là, il faut capitaliser dessus quand vous communiquez. À l'inverse, on a parlé de cybersécurité, mais on entend aussi de plus en plus de voix s'élever par rapport aux risques de dépendance qui commencent à exister par rapport à la technologie, avec les conséquences sur la santé mentale, type dépression, dépendance, etc., notamment sur les générations les plus jeunes. Donc, on voit de plus en plus ce sujet émerger en disant attention, il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose de complètement central et qui régit toute notre vie. Donc, vous voyez bien qu'il y a des avantages et des inconvénients qu'on connaît tous et que vraiment trouver l'équilibre en termes de communication visuelle, ça va être important quand vous parlez de technologie, vous sur vos marques, sur vos produits, sur vos services. Alors, comment on fait cet équilibre entre les bienfaits, les progrès de la technologie, ce qui nous raccorde aux autres, et puis l'addiction, l'isolement ou même la protection des données? Alors, je vais donner la solution, mais juste avant ça, il y avait un dernier point que je voulais quand même mettre en avant. Du fait de ces avantages et de ces inconvénients, on a aussi posé la question à ces consommateurs français en disant, bon, est-ce que la technologie, c'est primordial, c'est une priorité quand vous achetez? Et on voit bien que l'innovation pour l'innovation, ça n'intéresse pas les consommateurs français. Ils sont vraiment dans une approche où si la technologie apporte une valeur à leur expérience, à leur achat, à leur comportement, ils vont être intéressés par le sujet, mais sinon, ce n'est pas une priorité. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Et pour répondre à ta question, à quoi on peut faire ressembler la technologie, surtout si on est une entreprise dans la technologie, il faut humaniser cette technologie, capitaliser sur les côtés positifs de cette force, c'est-à-dire la technologie comme outil de lien avec ceux qu'on aime, avec le monde extérieur, ramener l'homme et la femme au centre de ces visuels et vidéos pour montrer comment la technologie leur sert au quotidien et améliore, leur apporte une valeur. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en place. Par exemple, la technologie, comment elle réunit les gens. Vous avez quelques exemples là sur la maman et sa petite fille qui doit certainement parler à sa famille. Les gens qui font du sport aussi, la séance de yoga par exemple, etc. Vraiment montrer que la technologie réunit les gens. Il y a un aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est les illustrations, parce que certaines marques ont fait le choix d'avoir une charte graphique plus portée sur les illustrations. Et vous avez peut-être aussi, vous, envie de changer de temps en temps dans vos choix visuels. Les illustrations sont aussi un bon moyen d'illustrer cette force. Mais prenez des illustrations où la technologie représente les connexions. Donc là, vous avez un petit exemple sur la gauche. La technologie, quand même, l'outil technologique est bien représenté, mais la notion qui va passer au travers pour le consommateur qui va la regarder, c'est vraiment cette idée de connexion.
Donc, jouer sur ces tableaux-là pour pouvoir illustrer la technologie et écarter un peu plus les côtés négatifs qu'on peut trouver. La troisième force aujourd'hui qu'on va aborder, c'est la durabilité. Alors, durabilité, c'est une notion qui est universelle, simplement parce qu'elle est transgénérationnelle. Tout le monde se met sur ce sujet-là, développement durable, écologie, etc. Ça regroupe vraiment toutes ces notions-là dans leur globalité. Ça transcende les générations, les genres, les pays, puisque tout le monde est concerné. Si on regarde aujourd'hui la situation, les consommateurs, 94% des consommateurs français estiment que la manière dont on traite notre planète va avoir un impact sur l'avenir, et l'avenir au sens large. Donc, il y a vraiment cette conscience des enjeux de façon globale et par tout le monde. Donc ça, c'est vraiment ce qui en fait la force universelle pour nous. Ce sujet de durabilité, quand on a regardé aussi nos data propres, je parlais tout au début dans la méthode des requêtes qui sont tapées sur nos sites, bien que le Covid soit passé par là, cette notion de durabilité ne faiblit pas. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de requêtes qui sont attachées à cette notion de durabilité et que ça s'accélère toujours autant, même si le Covid est passé par là. Donc, c'est une notion qu'il faut continuer à garder en tête. Ça fait partie des attentes des consommateurs et qu'il ne faut pas le négliger au profit d'une communication peut-être plus portée sur l'humain. Cette notion-là est importante. Alors, la durabilité, on a noté quand on a posé la question à nos consommateurs, et c'était d'ailleurs un grand enseignement pour nous, ça nous a fait pas mal réfléchir, c'est un dilemme. Parce que 78% des consommateurs français se considèrent comme respectueux de la nature. Là, vous avez un exemple avec le tri, mais on a énormément d'autres exemples. Mais seulement 44% sont conscients qu'ils devraient se soucier davantage de l'environnement en modifiant leurs habitudes d'achat, mais qui préfèrent toujours la facilité d'achat. D'accord? Donc, c'est vraiment se dire, OK, j'ai l'intention de le faire, j'ai vraiment l'envie de le faire, mais quand j'arrive au moment où mes actions vont pousser ce choix, je choisis quand même la facilité en premier. OK? Donc, c'est vraiment ça le dilemme qu'on observe. Et si on va même plus loin, il y a plus que 40% des consommateurs français qui déclarent qu'ils n'achètent que des produits de marque et qui essaient d'être écologiques. Donc, on note vraiment entre les intentions et les actions encore des étapes à passer. Et c'est là où les marques ont un rôle à jouer, notamment en termes de communication visuelle. Oui, et en communication tout court, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup de marques sur le travail, sur leur raison d'être, sur comment ils peuvent communiquer leurs engagements vis-à-vis de la RSE. Et on voit bien, nous, chez Minute 30, dans les études, que dans les intentions d'achat, que ce soit en B2C, mais aussi en B2B, hein, c'est pas du tout que le consommateur final dont il s'agit. Aujourd'hui, les gens veulent acheter des marques qui s'engagent à faire quelque chose pour le monde dans lequel elles sont. Donc, c'est vraiment une lame de fond, effectivement. On le voit également, nous aussi, quand on travaille sur les positionnements, sur les raisons d'être avec les marques. Donc, l'étape aussi importante une fois que vous avez travaillé avec Minute 30 sur votre positionnement ou sur votre raison d'être, il y a toujours comment on traduit pour nos consommateurs. Alors, il y a la partie, effectivement, des mots que vous allez utiliser, la façon dont vous parlez de votre marque, et le volet visuel va vraiment venir en complément de cette approche. Et souvent, le visuel a pas mal d'impact. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est quand même vrai c'est les deux. C'est sûr que ça a un impact considérable parce que finalement, quand on montre ces valeurs, on les fait ressentir et l'émotion passe. Et finalement, une image est parfois plus éloquente que beaucoup de mots. Donc, la durabilité, elle a plusieurs façons d'être présentée. Comme on le disait au début, elle touche tout le monde. C'est une force universelle. Donc, la recommandation qu'on a pour vous, c'est rendez-la inclusive. Rendez-la inclusive, montrez des pays différents, montrer des actions différentes, des âges différents et des actions qui peuvent être faites, des ethnies. Voilà, montrer de façon universelle
inclusive cette durabilité et les efforts qui peuvent être faits. Il y a à la fois les habitudes de consommation. Là, vous avez un exemple d'une famille dans une cuisine avec des emballages papier craft plutôt que du sac plastique. Il y a aussi la jeune fille qui prend un Vélib plutôt que de prendre la voiture ou un taxi, etc. Donc, il y a vraiment plein d'exemples possibles. On a souvent vu par le passé cette représentation classique, je dirais aujourd'hui, de l'ours polaire sur sa banquise pour symboliser l'impact du changement climatique. Il y a énormément d'autres façons de le faire et de façon plus positive, en tout cas pour les marques, de montrer cette durabilité. Vous en avez quelques exemples là. Alors, tout à l'heure, on disait que entre les intentions et les actions, il y avait vraiment une dichotomie, il y avait encore un gap. Et il y a une façon aussi que vous pouvez utiliser dans vos communications qui montre de façon plus inclusive et plus facile qu'est-ce qu'il est possible de faire. Vous pouvez donner une dimension personnelle à la durabilité. Les petits gestes, les actions que vos marques ou que vos clients font pour faciliter le changement des habitudes d'achat ou de consommation. Donc là, vous avez quelques petits exemples, mais il y en a certainement plein que vous faites au quotidien, qu'il faut continuer d'illustrer et qu'il faut montrer à vos clients. Parce que ce qu'on a vu, c'est que 64% des consommateurs français qui avaient cette représentation-là devant les yeux étaient plus enclins à changer leurs habitudes d'achat et à prendre une marque qui va favoriser ces aspects-là dans leur communication. Oui, c'est la prise de conscience que c'est chaque petit geste qui compte et qu'on n'est pas obligé d'être un ayatollah de l'écologie pour participer à son échelle, à soi, à cette tendance qu'on a envie quand même, à laquelle on a envie de participer en tant que citoyen, quoi. Effectivement, je pense que le changement climatique dans sa globalité, on peut se sentir impuissant, mais que chaque action qu'on va faire au quotidien va pouvoir nous tirer vers vers un monde un peu plus sympa qu'en ce moment, quoi. Voilà. On va couvrir maintenant la dernière force qui est la réalité. C'est une force sur laquelle Getty Images travaille énormément. Parce que on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas, et en tant qu'acteur sur ce marché-là, on a vraiment poussé cette réalité, cette authenticité assez loin. Donc je vais vous parler de ces notions-là qui sont vraiment en lien aussi avec la diversité et l'inclusion. C'est notamment plus probant encore aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, le contexte qu'on a, parce qu'on est dans un contexte de saturation d'informations, un contexte aussi de fake news qui se sont quand même pas mal développés, je dirais, de mon point de vue, ma perception sur les 2 dernières années, ça n'arrêtait pas dans tous les sens. Mais c'est un phénomène qui s'est amplifié, ce qui fait que les consommateurs ressentent le besoin d'avoir une authenticité, une réalité dans les communications des marques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire authenticité et réalité? Ça veut pas dire juste une vraie personne, mais ça veut dire aussi un vrai environnement dans lequel est cette personne. Et ça, c'est une notion assez importante qu'on va développer un petit peu plus loin. Alors, notre enquête nous dit que ce besoin, il est fort quand même, quand on a 8 personnes sur 10 qui s'attendent à ce que les marques s'engagent constamment. Donc, on a parlé de la durabilité juste avant, mais là, on parle vraiment sur une authenticité et une réalité, s'engagent constamment en faveur de l'inclusion et de la diversité. Et que finalement, il n'y a que 14% des personnes interrogées qui trouvent que finalement, ils sont plutôt bien représentés dans les communications visuelles. Donc, il y a vraiment une marge de progression assez forte. C'est énorme. Ouais. Que les marques peuvent utiliser et jouer en ce moment dessus. Alors, il faut éviter d'aller sur du greenwashing ou voilà, sur ce genre de polémique. Et justement, l'utilisation de visuels et de vidéos inclusifs et diversifiés de façon répétée, de façon régulière et qui représentent une réalité et qui sont authentiques, vont servir le propos des marques. Alors, là, vous allez juste 3 exemples, mais on pourra en citer beaucoup plus. Ce sont 3 aspects sur lesquels nous avons énormément travaillé. La population des femmes, 70% des femmes ne se sentent pas correctement représentées dans la publicité et les médias. Pourtant, 94% des marques montrent des femmes dans des rôles clés, donc ça c'est intéressant, mais il y a toujours une dimension stéréotypée. Donc là, il y a un vrai travail sur cette représentation de la femme. Pareil pour les personnes de couleur.
C'est bien, on voit des personnes de couleur dans les publicités, mais seulement 15% sont culturellement représentés par autre chose que leur couleur de peau. Donc, il faut vraiment prendre en compte la personne, mais aussi son environnement et la diversité et l'inclusion de toutes ces approches-là. Pas uniquement un seul angle. C'est pas une femme dans une cuisine ou une femme au travail. C'est pas uniquement une personne de couleur au travail. Il y a vraiment toute cette dimension culturelle à intégrer quand on parle de diversité et d'inclusion en termes de représentation visuelle. Et l'exemple que je trouve quand même le plus fort avec cette statistique, c'est que les personnes en situation de handicap, il y a un adulte sur 4 dans le monde qui vit avec un handicap et il y a moins de 1% des publicités qui représentent des personnes en situation de handicap. Donc là, si on disait tout à l'heure qu'il y avait un gros trou entre ce que faisaient les marques et les attentes, là, sur cette type de population, c'est encore plus probant. Et ce qui est assez intéressant aussi de voir, c'est que quand les marques, parce que c'est pas un phénomène nouveau, on va dire que ça s'amplifie notamment dans la période que nous vivons, mais les marques qui font le choix d'un storytelling visuel avec de l'inclusion, elles en voient les résultats. C'est un investissement d'ailleurs. Là, vous avez un chiffre devant les yeux, c'est qu'au cours des 2 dernières années, les marques qui ont travaillé un storytelling inclusif et divers ont vu leur vente augmenter de 44%. Donc, même sur la performance de l'entreprise, économique de l'entreprise, on voit aussi un impact. C'est d'ailleurs confirmé par ce que nous disent les consommateurs français dans notre panel. 64% des personnes interrogées sont plus susceptibles d'envisager ou même d'acheter un produit après avoir vu une pub qu'ils jugent valorisant la diversité ou l'inclusion. Donc, c'est vraiment là où on peut jouer en tant que marque voilà, visuellement, là où on peut travailler la diversité et l'inclusion. Et comme dans la salle qui dit que effectivement, c'est pas que seulement le travail des marques de faire ça, mais que des médias en général. Et c'est vrai que on voit qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Il y a une vraie marche à monter là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. On a notre part aussi là-dessus parce que on travaille pour les agences et les annonceurs, mais on travaille aussi beaucoup pour les médias et on travaille de façon égale avec tous, c'est-à-dire qu'on montre aussi ces sujets-là, on fait ces recommandations à nos partenaires médias pour faire évoluer ça. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est beaucoup d'éducation en général, mais voilà, effectivement, je suis tout à fait alignée avec ça et c'est un sujet qu'on porte de façon globale pour tous. Il y a le point que je voudrais vraiment appuyer, c'est la diversité et l'inclusion. C'est pas juste une représentation juste d'un corps ou d'une personne, c'est tout son environnement qui va avec. C'est une personne dans un environnement authentique où on voit que c'est pas un studio, crée plus de liens et d'engagement de la part des consommateurs. Il y a un besoin aussi de régionalité. Il y a aussi la représentation de l'âge. Vous voyez, il y a plein d'exemples qu'il faut intégrer et pas juste un par un, tous ensemble. Donc, c'est un travail que je disais qu'on a commencé depuis de nombreuses années et on a par un des moyens qu'on a utilisé, outre de travailler avec nos 300 000 contributeurs dans le monde, on a travaillé avec des entreprises sur des collections partenaires, des entreprises ou même des associations d'ailleurs, sur des collections. Puisque je l'y disais plus tôt, vous ne pouvez pas être ce que vous ne voyez pas. Donc là, vous avez différents exemples de collections qu'on a pu créer sur certains angles, mais en général, quand vous allez voir sur le site, vous allez voir que on montre peut-être un concept de la diversité et de l'inclusion, mais que c'est aussi dans un environnement. Donc là, vous avez les différentes formes de corps, l'âge, le handicap, les ethnies, les croyances. On a également les orientations sexuelles. Enfin, tous ces sujets-là sont portés, notamment avec ces collections partenaires, mais de façon quotidienne avec nos contributeurs. Nadège, excuse-moi de te couper. Je vois qu'il y a Anaïs qui pose une question dans la salle et pour qu'on puisse, pour qu'il n'y ait pas de problème de définition, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'inclusion? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a une question sur la définition. C'est quoi l'inclusion? Alors, l'inclusion, c'est, et là je donne ma version personnelle de la définition, j'engage pas la responsabilité de Getty, bien que nous travaillons sur le sujet de façon globale. L'inclusion, c'est l'intégration de toutes les voix dans une même pièce de façon égale
on donne la même importance à voilà, si on était dans une salle de réunion, pour faire simple, avec 5 personnes, bah, que les 5 personnes puissent parler, donner leur avis, qu'il n'y ait pas de jugement hâtif et que toutes les opinions soient respectées. Donc là, dans une représentation visuelle inclusive, ça se travaillerait par quand il y a un groupe de personnes, c'est pas une seule, ce ne sont pas que des blancs caucasiens, c'est la réalité d'une situation. Vous pouvez avoir des personnes de couleur, des personnes avec des handicaps, des personnes âgées, des personnes jeunes, etc. Donc c'est vraiment et tous dans la même importance. Oui, en fait, c'est exprimer la réalité de la vie. Finalement, quand on dit l'inclusion, on peut considérer qu'on inclut quelqu'un, mais c'est surtout qu'on l'exclut plus, quoi. Enfin, moi, je l'explique comme ça, c'est-à-dire que finalement, avoir une communication inclusive, c'est avoir un reflet de la réalité. On n'est pas tous jeunes, beaux, blonds, minces, blancs, et voilà. Donc, tout le monde, on est divers, et c'est cette diversité qui doit être montrée de manière réelle. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus surreprésenter une minorité ou voilà, c'est être complètement connecté à la réalité de la vie. Moi, je l'exprimerai comme ça, mais effectivement, chacune cette définition, j'espère que c'est bien plus clair pour tout le monde maintenant. D'ailleurs, ça me fait penser à un point qu'on travaille aussi beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous en avez entendu parler, notamment sur la représentation des corps. Il n'y a plus de retouches possibles. Donc, si nos contributeurs reviennent avec des photos retouchées, elles ne sont pas acceptées. Ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas. C'est-à-dire, je sais pas moi, une personne qui sur la photo a un petit peu le front qui luit ou qu'on voit sur une pose en maillot de bain quelques voilà un peu de cellulite ou que la personne a un ongle vert et bleu et ben elle aura un ongle vert et bleu. Donc c'est vraiment il n'y a pas de retouche en tout cas sur les corps qui peut-être un peu plus sur la lumière mais rien de les corps ne doivent pas être retouchés. Donc ça c'est vraiment une gageure d'authenticité et de montrer la réalité telle qu'elle. Ok, il y a plein de questions dans la salle, Nadège, pour toi, mais on va te laisser finir ta présentation et promis, on fera tout pour y répondre au mieux. Ok. Alors, j'arrive à la fin, ça tombe bien. Je vous ai mis d'autres représentations à quoi la réalité pourrait ressembler visuellement. J'ai juste intégré ce volet de télétravail à la maison avec les enfants. C'est certains pays qui sont en plein dedans. Nous, on l'a vécu aussi pendant le premier confinement. Voilà, c'est des réalités aussi qu'on représente et qu'on représente de façon authentique. Si c'est difficile, bah, c'est montré aussi. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de filtre pour que ça soit, encore une fois, parfait. Notamment, une des anecdotes que j'ai entendues en interne aussi sur différentes images, c'est que le télétravail, quand on est chez soi, au début, on n'a pas forcément un bureau. Donc, on travaille un peu sur la table basse, le canapé, on essaye peut-être le bar de la cuisine, on va essayer sur le lit, etc. Donc, toutes ces réalités, on les vit et on les représente visuellement en vidéo ou en image. Et on met ça à disposition de nos clients. Donc, pour terminer, rapide récap sur les quatre forces qu'on a vues. Le bien-être, il faut faire très attention à cette représentation d'une santé holistique, pas uniquement physique, pas du bien-être physique uniquement, mais mental, émotionnel, avec des notions de solidarité, de communauté, etc. Sur la technologie, il faut vraiment gérer les pour et les contre de la technologie en replaçant l'humain au centre de l'image et la technologie comme un outil de lien. Si on part sur la durabilité, il faut rendre la durabilité, cette notion-là, inclusive, mais aussi lui donner cette dimension individuelle qui aussi peut parler plus aux clients. Et sur la réalité, cette authenticité, ce besoin d'authenticité, ce besoin de diversité et d'inclusion étant très fort, ne pas oublier de prendre toutes les dimensions de l'inclusion et de la diversité quand vous choisissez vos visuels et pas seulement un angle d'approche, que ça soit âge, sexe, orientation sexuelle, croyance, etc. Voilà pour les 4 forces. Merci beaucoup, Nadège. C'est vraiment très intéressant. Moi, je réagis et puis ensuite, on répondra dans un premier temps. Je réagis en quelques instants à ta présentation. Ce qui me frappe, c'est que finalement, j'ai le sentiment que la quatrième force, la réalité,
elle est assez transverse quand même aux autres forces que tu as évoquées. Quand tu parles de bien-être ou de durabilité, tu nous parles aussi d'inclusion, de diversité, de sincérité. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment très important d'être sincère, authentique. Et je trouve que, et c'est vraiment tout à l'honneur de Getty, on est loin aujourd'hui de ces représentations qui sont qui nous ressemblent pas, qui sont avec des manières anciennes de photographier les gens dans des poses avec des beaux mannequins bien propres. Là, on sent que il y a beaucoup de sincérité, d'authenticité dans les images que tu montres, quelles que soient les forces qui sont exprimées. Donc j'ai le sentiment que cette réalité, elle est vraiment essentielle à la créativité d'aujourd'hui. Et je rebondis d'ailleurs sur une question de Manuel qui nous demande si les réseaux sociaux ont influencé la qualité de ces images. Parce que justement, une, une impression alors il a dit amateur, mais moi je sais pas si c'est amateur que je dirais, mais plus réel, ce serait plus accepté ou en tout cas plus souhaité de par l'authenticité que ça apporte. Alors, il est vrai que les réseaux sociaux ont aidé à amplifier ce phénomène de besoin d'authenticité et de réalité, mais c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé. Euh, il y a quelques années, je travaillais déjà chez Getty et un des points qu'on avait noté, notamment sur la construction d'un visuel, il y avait cette tendance avec ce qu'on appelle le lens flare, vous savez, cet effet un peu avec la lumière qui entre de façon un petit peu euh, comment dire, comme si on avait un peu loupé la photo. Ça a été une tendance visuelle très forte pour apporter justement ce besoin d'authenticité. Et ça se retrouvait aussi sur les réseaux sociaux de toute façon. Je dirais que les réseaux sociaux ont accéléré ce phénomène parce qu'avec un petit téléphone et un appareil photo dans la poche, tout le monde peut devenir un peu photographe et que on a inondé les réseaux sociaux d'images peut-être un peu moins chiadées, travaillées et ont apporté aussi ce volet d'authenticité. Maintenant, c'est des phénomènes de société, c'est-à-dire cette demande de diversité, d'inclusion, d'authenticité. C'est pas qu'une vision aux réseaux sociaux, c'est la société en général qui évolue. Et puis il y a des événements aussi au niveau mondial. Pour en citer qu'un, Black Lives Matter l'année dernière à son pic de représentation et de voilà avec la mort de George Floyd, influence forcément ce besoin des consommateurs français. Donc, je dirais que oui, ça a influencé, mais c'est pas le seul vecteur d'influence. On a des questions qui sont vraiment très intéressantes. Valérie, notamment, nous demande comment on peut évaluer l'impact d'une image. Est-ce que chez Getty, vous savez finalement mesurer ça? Alors, la réponse la plus simple qui me vient en tête en étant une marketeur, c'est le A/B testing, surtout si vous êtes sur des supports digitaux. On a fait des travaux avec certaines marques par le passé qui voulaient vraiment, en choisissant deux images sur la même thématique, en faisant deux tests A/B testing, vous voyez une différence d'engagement avec leurs audiences. Mais c'est souvent un rôle que les marques font, puisque nous ne sommes pas utilisateurs finaux de ces visuels vis-à-vis des consommateurs finaux des marques, ce qui fait que c'est souvent les marques qui mesurent ça. Nous, on a plus comme ce que je montrais, c'est-à-dire l'utilisation, le changement d'un storytelling, l'analyse des chartes graphiques des marques nous permettent de sortir quelques tendances, mais mesurer spécifiquement avec des chiffres de KPI, c'est les marques qui, elles, nous remontent ces informations. Oui, et d'ailleurs, si vous avez dans la salle des éléments de réponse sur la mesure, si vous êtes annonceur, sur des éléments de mesure de l'impact de vos images, n'hésitez pas à contribuer. Hein. On a également une question de Noémie qui nous demande si on travaille avec des contributeurs influenceurs. Alors ça, je sais qu'il y a énormément de contributions chez Getty. Est-ce que tu veux nous expliquer comment vous travaillez avec ces contributeurs?
Alors, les contributeurs, donc effectivement, énormément, on en a 300 000 dans le monde, des contributeurs vidéo et images. Et je tiens vraiment à mettre ça en avant parce qu'on oublie que Getty Images fait de la vidéo et ce serait dommage de se priver de ça, surtout que c'est un vecteur d'engagement en termes de format avec les audiences finales des marques. On a une équipe dédiée qui travaille avec les contributeurs au quotidien et autant je vous présente ces forces Visual GPS, autant on les présente aussi dans le détail avec des détails beaucoup plus techniques, bien sûr, pour les contributeurs, pour guider leur choix de contenu. On fait ça de façon quotidienne. On a des directeurs artistiques en photographie qui sont basés dans le monde entier pour prendre vraiment les spécificités régionales en compte pour le travail sur certains shoots, sur le choix des modèles, sur les informations techniques et pour que les contributeurs puissent vraiment travailler au mieux et dans les meilleures conditions. Après, la question c'est est-ce qu'on travaille avec des contributeurs influenceurs si on parle d'influenceurs comme les influenceurs sur les réseaux sociaux, que ce soit avec des micro-communautés hyper engagées ou de très grands influenceurs avec des millions de followers, c'est des choses qu'on ne fait pas au quotidien, à moins que cette personne veuille devenir contributeur chez Getty Images et voilà, et visite notre site pour devenir contributeur. Ok, merci. Il y a Myriam qui nous dit qu'elle est responsable d'une petite start-up, responsable communication d'une petite start-up et qu'elle elle gère les réseaux sociaux et que, en effet, quand elle utilise des images réelles, par exemple des membres du staff ou ses voisins, en tout cas pas des mannequins, pas des images très léchées, pas des faux gens, elle a des résultats qui sont beaucoup plus, l'engagement est beaucoup plus fort. Donc ça, c'est vraiment des KPI qui sont très, très mesurables. Le taux d'engagement, les partages, les commentaires, les likes. Donc c'est un élément de réponse à ce qu'on disait tout à l'heure et à cette tendance, cette force qui est une lame de fond, une tendance de société, qui est besoin, envie de réalité, d'authenticité. Merci beaucoup Myriam pour ce témoignage. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans la salle pour Nadège. Moi j'en ai une Nadège parce que évidemment chez 1 minute 30 on travaille beaucoup sur les stratégies de communication, marketing, acquisition, communication. On a des formats de hackathon créatifs comme le créathon où on travaille justement vraiment de manière très efficace, très ramassée sur une problématique créative. Et finalement, ce que tu nous as présenté, ça a beaucoup de sens, mais comment toi, tu peux l'intégrer à des problématiques d'une marque existante? C'est-à-dire que ces grandes tendances, on voit bien qu'elles sont là, on les reconnaît. Quand tu nous montres des exemples visuellement, on est absolument en phase avec ce qui est montré et on voit vraiment vers où il faut aller. Mais quand on est déjà une marque installée, comment on peut concrètement, avec Getty ou avec son agence et Getty, travailler dans ce sens-là? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse là-dessus. La première chose, c'est que cette enquête-là que je vous présente avec ses forces, elle est générique. On a vu les 4 forces, mais vous avez peut-être une marque ou une entreprise qui est dans un secteur d'activité sur lequel vous voulez avoir un peu plus d'informations. Ça, c'est des choses déjà qu'on est capable de vous apporter avec votre agence. On peut travailler ou en direct si vous avez besoin. On a des études sectorielles, quelques-unes, ou des angles d'approche spécifiques. Donc là, on peut vous apporter un peu plus d'informations sur ce sujet-là de façon un peu plus précise. La deuxième chose qu'on fait, qui est là pour le coup beaucoup plus simple, c'est que déjà toutes ces tendances-là, on écrit énormément sur notre blog. On vous mettra le lien, je crois, disponible, sur lequel vous avez aussi des présélections d'images qui sont faites. Donc tu parlais tout à l'heure de hackathon où vous essayez de faire ça de façon très réactive. On a, nous, créé des liens avec des présélections qui existent pour que vous puissiez déjà commencer à piocher. Vous avez une façon de chercher sur nos sites où vous avez des images similaires. Donc, en fait, si vous partez de cet angle d'approche d'une présélection, vous cliquez dessus, vous pouvez trouver aussi rapidement des images dans la même idée de ce que vous cherchez.
La deuxième chose, c'est qu'on met aussi à disposition des guides de recherche avec des mots-clés qui sont peut-être pas forcément ceux auxquels on pense quand on va faire une requête. On peut dire j'ai besoin d'un chien orange. Bah oui, mais peut-être qu'en incluant une dimension supplémentaire, des mots-clés supplémentaires, votre recherche va se réduire et vous allez tout de suite arriver avec des résultats plus inclusifs, plus réels, plus authentiques, etc. Donc ça, c'est aussi un niveau qui est possible de travailler. Ensuite, si vous avez il y a souvent des situations plus individuelles, je dirais, particulières sur lesquelles vous voulez avancer, une thématique spécifique, vous pouvez nous demander directement qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui fonctionne. Il y a aussi, quand vous travaillez avec votre agence, que vous revoyez votre charte graphique, par exemple, on peut aussi vous aider, vous aiguiller sur des pistes. Après, bien sûr, à vous de choisir, voilà, quelles notions vous allez vouloir apporter, mais on est capable de vous conseiller sur ces volets-là aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Un petit peu coupé. C'est bon, on t'entend à nouveau. Pardon, je disais, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question ou s'il y a d'autres. Ben, écoute, on a d'autres questions. En tout cas, il y a Ramia qui nous demande si il existe des trainings certifiants ou en communication visuelle, ou pas certifiants d'ailleurs, des trainings, enfin, des formations qui permettraient j'imagine que c'est ça, Ramia, être meilleur dans des choix iconographiques, dans la sélection des images pour une marque. C'est une très très bonne idée. Ça n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Très très bonne idée et je vais donc la noter de suite. Ce qui se passe quand même, c'est que si vous êtes en agence notamment, on est capable de venir présenter voilà ces idées-là et discuter plus longuement avec vous sous forme d'atelier, peut-être des pistes de réflexion pour vous aider. Mais une formation spécifique, non. Donc je note si ça peut être un besoin. Nadège, il nous reste quelques minutes, 9 minutes très exactement. Est-ce que, je sais que tu as préparé quelques exemples, est-ce que tu veux nous montrer sur la base d'un, deux, le temps que tu veux ou un exemple que tu choisiras parmi ceux que tu avais préparés, expliquer comment vous avez pu, chez Getty, accompagner une marque justement dans dans l'exploitation d'une de ces grandes tendances pour sa propre problématique avec un contexte qui est celui de la marque. Alors, je vais essayer de faire très court sur deux marques, deux exemples différents. Là, c'est la Force Technologie. Donc, en fait, Getty Images, quand vous ne trouvez pas forcément votre bonheur sur notre site web, c'est possible. Il y a la possibilité d'exploiter entre guillemets, le potentiel de nos 300 000 contributeurs dans le monde en faisant une demande à un brief particulier et vous pouvez avoir voilà des images telles que celle-ci. Donc là, c'était une entreprise américaine, il faut quand même que je le dise, jeune pousse qui sortait une montre connectée et qui travaille d'autres produits technologiques au service du bien-être et de la santé. Donc, typiquement, ce que je vous ai, voilà, la force technologie et bien-être mélangés. Vous voyez bien que sur ces images-là, c'est l'humain qui est vraiment mis au centre et la technologie comme un outil. Alors, je vous montre juste 3 exemples et là, c'était un brief particulier, mais vous pouvez en avoir plusieurs et vous avez voilà, en fonction des besoins. Un autre exemple que je voudrais vous montrer, là, on va montrer Blédina pour Danone. Là, on parlait, je crois qu'il y avait une question dans le chat aussi par rapport à l'authenticité pour les produits. Là, typiquement, c'est un exemple où ils avaient besoin de travailler l'authenticité autour des bébés et pas seulement en France, sur plusieurs marchés. Et donc, ils nous ont briefé nos contributeurs et ils ont pu revenir avec des images qui look quand même, il y a un bon look authentique. Ce sont des vrais enfants, parfois même des enfants des contributeurs qui sont sur les images. Et même quand on montre le produit, vous voyez le petit garçon en bas à droite dans le petit carré qui a les produits en main. C'est pas la vision pack shot d'une publicité classique et il est en train de regarder le produit et de jouer avec. Donc ça rajoute cette dimension aussi d'authenticité sur
sur le produit. Donc ça, c'est des offres qu'on est capable de proposer aux entreprises, de travailler aussi avec les agences par rapport à leur brief de clients. Donc ça, c'est l'option plus plus, mais il y a évidemment tout ce qui est aussi disponible sur notre site. Ok, bah, écoute, super, ça donne effectivement une bonne idée de comment on peut intégrer ces forces, ces lames de fond dans une communication publicitaire avec des produits et surtout dans une communication existante, c'est-à-dire que infléchir sa communication visuelle dans le sens de ces tendances, c'est tout à fait possible. Alors, on peut être accompagné évidemment, mais vous pouvez aussi, vous, annonceur, si vous êtes annonceur ou agence, y penser, y réfléchir et bien les avoir en tête. Merci beaucoup, Nadège. Il y a eu pas mal de questions pour savoir si ce webinaire serait disponible en replay. Oui, il le sera. Et donc, écoutez, voilà, on peut se quitter là-dessus. Est-ce que Nadège, tu voulais conclure ou Vous dire merci déjà pour l'invitation, Minute 30, de venir partager ces enseignements. C'est toujours passionnant aussi d'avoir vos questions et de voir comment vous réagissez, quel angle d'approche vous avez. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à consulter les différents outils qu'on a mis à disposition. On a un blog super intéressant chez Getty. Et puis, si vous avez besoin éventuellement d'avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à me contacter directement via LinkedIn ou autre. Voilà, je reste disponible et si j'ai pas la réponse, j'irai chercher chez nos experts en interne. Mais merci beaucoup. Écoute, nous, on a été ravis de te recevoir. On est passionnés par la création et l'innovation chez Une Minute 30. Donc, c'était bien naturel. Merci beaucoup, Nadège. Et à très bientôt à tous. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Bonne journée.